Bonjour et bienvenue dans notre Zoom aujourd'hui en compagnie de Gaël Georges Moulec. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Et Gaël Georges Moulec, docteur en histoire contemporaine, spécialiste de l'histoire russe et du mouvement communiste international. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, Ukraine à la fin des illusions, Vladimir Poutine, discours 2007-2022. Vous venez aujourd'hui nous présenter la suite de ces discours avec cet ouvrage, Discours 2022-2025, aux éditions SPM, éditions pour lesquelles vous dirigez la collection La Voix russe, Tout à fait. où a été récemment publié un livre sur Alexandre Nevsky, dont nous avions déjà parlé dans une émission précédente. Alors, Gaël Georges Moulec, vous publiez donc cet ouvrage qui reprend les discours du président Poutine entre 2022 et 2025. On va vous accuser d'être un agent pro-russe, anti-démocratie, anti-droit de l'homme, anti-état de droit. Est-ce que vous n'avez pas peur ici de verser dans la propagande pure et dure ? Vous savez, je suis d'accord avec vous que la recherche de l'ennemi de l'intérieur est bien lancée, la chasse même. Et je dois dire que les deux premiers à tomber ont été Xavier Moreau et Jacques Beau, qui ont été sanctionnés par l'Union européenne, sanctionnés administrativement, ce qui peut porter question quand même. Mais cette publication, et ce n'est pas une prise de position, elle est la mise à disposition des chercheurs, du public, de ce qu'a dit Vladimir Poutine. C'est une source. On ne peut pas toujours parler de la Russie, toujours parler de Poutine sans savoir ce qu'il a dit, après tout. Et on ne pourra pas dire non plus, on ne savait pas. Il y a des traces. Et si maintenant la publication de sources devient répréhensible, c'est un signe particulièrement mauvais pour la démocratie européenne. Alors, on l'a vu dans l'actualité ces derniers jours, le président Macron, c'était lors de ses vœux aux armées, a exprimé le souhait que l'Union européenne se mette à développer, à produire des missiles comparables à ceux qu'utilisent les Russes, à savoir ce missile Oreshnik. Est-ce que vous pouvez nous parler de son fonctionnement ? Quelle est cette arme ? Alors, c'est une arme particulière, c'est une arme d'abord hypersonique. C'est-à-dire un missile hypersonique qui va donc plus vite que Mach 5, il va jusqu'à Mach 10, c'est-à-dire 10 fois la vitesse du son, qui est d'une portée dite intermédiaire, entre 500 et 5500 km, et qui peut être, au choix, muni de charges conventionnelles, nucléaires ou sans aucune charge. C'est-à-dire que sa vitesse est telle que son énergie cinétique lui permet de détruire des objectifs sans avoir même à le charger d'une charge quelconque nucléaire ou conventionnelle. Et c'est ce qui s'est passé, par exemple, lors du second tir donc de janvier qui a touché une usine aéronautique du côté de Lvov. En Ukraine. En Ukraine, bien évidemment. Alors, vous dites le missile, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que du côté russe, il y a de nombreux missiles différents. Simple exemple, pour les spécialistes vont m'en vouloir, mais quelque chose qui va très vite mais pas trop loin, c'est par exemple le Kinjal, qui va jusqu'à 2000 km et qui est lui lancé par avion. Là aussi, le missile est hypersonique. Mais la vraie question que posent certains missiles russes est leur capacité unique, et là je dis bien unique, à être tout à la fois hypersonique, balistique, à tête multiple, planante et guidée, comme par exemple les systèmes Avant-Garde ou encore le missile à propulsion nucléaire Burevestnik, qui a été testé, qui a fait 14 000 km. Il faut bien comprendre ce que ça veut dire planante et guidée. Peut-être que je vais m'exprimer avec les mains, ce qui peut être utile. Habituellement, au début, les missiles intercontinentaux, balistiques, c'est-à-dire ils partent d'un point, ils arrivent à un autre point. On peut le calculer, avec les moyens modernes, bien évidemment. Les années passant, on passe au missile à tête multiple. Donc vous avez un missile qui part, et puis les têtes qui se séparent, et qui, elles aussi, selon les lois balistiques, retombent. Maintenant, ce qu'ont réussi à créer les Russes, c'est un missile qui part, qui se divise, et dont les têtes sont guidables et planantes. C'est-à-dire qu'elles ne peuvent pas être calculées, leur point d'impact ne peut pas être calculé, avec les techniques présentes de calcul, même les plus sophistiqués, ce qui remet donc en cause l'ensemble de la défense antimissile américaine, du moins telle qu'elle avait été prévue, aussi bien au temps de
de Reagan qu'au temps d'Obama. Donc ce missile part à Mach 10. Et attendez, je ne parle pas du Oreshnik. On parle du Oreshnik ou des autres Vous parlez du Kinjal là. Non, là je parle du Burevestnik ou avant-garde. D'accord. Le avant-garde étant une tête montée qui, elle, est planante et... D'accord. Voilà. Alors parlez-nous du Oreshnik. Le Oreshnik, c'est simplement quelque chose qui va vite et sans plus. D'accord. Voilà. Ok. Mais qui est dangereux du fait même de son utilisation multiple, qui peut être conventionnelle, nucléaire ou simplement vide. On avait vu des missiles s'abattre sur Israël à des vitesses extrêmement rapides. Est-ce qu'il s'agissait aussi de missiles Oreshnik russes tirés par l'Iran ? Non. Le seul pays qui dispose de Oreshnik à l'heure actuelle est la Biélorussie, mais sous contrôle, je pense, sous contrôle russe. D'accord. Voilà, en cas d'attaque sur le territoire biélorusse. Donc l'Iran ne dispose pas de missiles hypersoniques ? Non, voilà, honnêtement, je ne pense pas. D'accord. Du moins, provenant de la Russie, peut-être de leur propre conception s'ils y sont arrivés, mais D'accord. Voilà. Alors la plupart des dirigeants européens estiment qu'il faut réarmer l'Europe pour faire face à une potentielle menace russe. Que faut-il penser d'abord de cette idée du réarmement de l'Europe ? C'est une question importante mais complexe. Tout d'abord, en premier lieu, l'Europe doit-elle réarmer ? Oui. Mais non pas pour faire face à la menace russe, qui peut être certainement illusoire, mais simplement pour reprendre sa place dans le monde, être écouté et résister à des pressions diverses et multiples, comme le montre la crise actuelle du Groenland. Inimaginable il y a encore quelques mois. Alors surtout, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'un tel réarmement ne doit pas se transformer en faux-nez de l'élargissement des compétences européennes, comme par exemple les velléités actuelles de contrôler les ventes d'armes de la France, qui est le deuxième exportateur mondial. Il ne faut pas non plus que ce soit un tour de passe-passe permettant de gommer les errements budgétaires en les faisant passer sous des sommes encore plus importantes. Des cachets, si vous voulez. Et puis, au-delà de ces questions stratégiques, je dirais, nous avons aussi des simples questions pratiques, voire tactiques. Avons-nous des combattants ? Et puis surtout lesquels ? Existe-t-il un patriotisme européen ? Pour qui allons-nous mourir ? Quelles armes allons-nous acheter ou produire ? Quelles sont les idées qui nous guident ? L'ennemi réel est-il intérieur ou extérieur ? Disposons-nous d'un personnel politique capable de conduire une tâche d'exception ? Oui, quelles armes allons-nous acheter ? On sait que depuis juillet dernier, l'Union européenne s'est engagée à acheter pour des milliards de dollars de matériel militaire américain. Pas de donc, matériel militaire, d'investir pour des milliards de dollars. Oui, 600, je crois, quelque chose comme ça. Mais voilà, c'est la question qui se pose. Est-ce que nous voulons une indépendance déjà française et puis européenne ? C'est une question à laquelle on ne répond pas pour le moment. Quand vous entendez le président français affirmer lors de ses vœux aux armées, dire qu'il faut que pour être respecté, il faut être craint, qu'est-ce que cela vous évoque par rapport à, on en parlera dans un instant, à la stratégie russe ? Je dirais qu'à partir de 2007-2008, la Russie s'est mise en position de redevenir un élément important du jeu international en priorisant ou en ayant une politique de développement de son armement, en particulier de son armement stratégique nucléaire, dans lequel elle a atteint, je dirais, des niveaux inconnus jusqu'à maintenant, en dehors de ce pays, si vous voulez. Faut-il voir, de capacité. Alors, faut-il voir, on parlera de la puissance nucléaire militaire russe dans un instant, mais cette menace russe existe-t-elle pour l'Europe occidentale ? Alors, la menace en tant que telle, c'est-à-dire on appuie sur un bouton, il n'y a plus d'Europe, j'y pense, je ne pense pas. Par contre, que la Russie soit un pays, on peut dire même presque un continent, capable désormais d'influer sur la politique internationale, c'est clair, ce qu'elle n'était pas capable de faire dans les années 90. Souvenons-nous de ce qui s'est passé au Kosovo ou à Belgrade. Voilà, donc ce qu'il faut bien voir, c'est que la Russie, en se réarmant, elle s'est réarmée, on ne peut pas le nier, bon, avec des problèmes, si on rentrera peut-être pas, on peut rentrer dans les détails, mais avec des problèmes, a acquis une nouvelle position internationale. Mais comme les Américains
montre aussi, eux, ils n'avaient pas besoin de se réarmer, ils étaient déjà armés, ils utilisent désormais leur puissance militaire pour affirmer ou demander des choses. Les Chinois, leur puissance militaire se développe. Elle reste pour le moment très concentrée, je dirais, dans la défense de la Chine ou de ses intérêts immédiats. Elle ne va peut-être pas plus loin, mais elle existe aussi. L'Inde ne perd pas son temps, le Pakistan non plus. Il semble que l'Europe ait, au cours des dernières 30 années, bénéficié justement des bénéfices de la paix et se soit un peu arrêté dans sa pensée stratégique et surtout dans la mise en place d'armées aptes à combattre de façon intense. On peut envoyer des militaires en Afrique, se battre contre des terroristes. J'ai les chiffres en tête, mais je ne voudrais pas dire de bêtises. On tient quelques jours au niveau de la guerre en Ukraine. La France tient quelques jours sur une partie du front limitée. Voilà. En termes de munitions, de stock de munitions. Et de gens aussi. Voilà. La puissance militaire russe, est-ce qu'on peut estimer ce qu'elle représente par rapport à la puissance militaire de l'OTAN? Ah oui, c'est un dixième. Un dixième de l'OTAN? Oui, si on regarde les chiffres. D'accord. Clairement. Et face à la population de l'OTAN, ça doit être aux environs de 800 millions. La population russe, c'est 150, quelque chose comme ça. La Russie investit beaucoup moins dans son armement que, ça dépend les chiffres qu'on prend bien évidemment, mais disons les chiffres reconnus par tout le monde, montrent que la Russie investit moins que les plus comment on pourrait dire ça, les pays de l'OTAN, les États-Unis, qui eux investissent d'autres sommes, si vous voulez. Je pense qu'on va pas être loin des 1000 milliards par an. Dans ses discours, le président Poutine a remis sur la table la question de la force du feu nucléaire, notamment dans ce qui se passe en Ukraine, par rapport à la réaction des Occidentaux face à l'invasion russe. Est-ce que cette puissance nucléaire russe représente réellement un danger ? Alors, si vous me permettez, parce que là, c'est des questions très importantes où chaque virgule compte. Donc, je ne vais pas le lire mot à mot, mais je vais essayer quand même de m'aider de mes petites notes, parce que c'est quelque chose où, je dirais, l'illusion ou le laisser-faire n'a pas de place. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette doctrine d'emploi de l'arme nucléaire, l'avant-dernière datait de 2020, elle a été revue en 2024. Et donc, ce qu'il faut bien penser, c'est que le curseur a changé. Si avant, l'utilisation de l'arme nucléaire par la Russie était un peu celle de la France, c'est-à-dire, si tout va mal, on fait tout péter. Si vous voulez dire avant 2022 ? Avant 2024, avant la nouvelle donne de 2024, c'était, si tout va mal, on fait tout péter. En gros, pour faire simple, et sans rentrer trop dans les détails, alors que je voulais y rentrer. Mais ce qu'il faut bien... Donc, on passe de la notion de menace critique, menace d'existence de l'État, en 2020, à menace critique à la souveraineté. Donc on descend le niveau d'utilisation de l'arme atomique. On peut aussi voir que, alors que en 2020, c'était vraiment l'attaque nucléaire qui était prise en considération. Maintenant, ce sont les attaques aérospatiales de grande ampleur, avec des drones, des missiles de croisière, des armes hypersoniques, des incursions aériennes, sans obligatoirement qu'il soit nucléaire. Donc vous nous expliquez bien que en fait, la Russie a baissé le curseur de la potentialité d'une utilisation de son arme nucléaire, en réalité. En réalité. Je prends d'autres exemples. Donc la prise en compte des États non nucléaires, qui pourraient être soutenus par des États nucléaires. Donc là aussi, ça peut conduire à une frappe. Ces actions sont désormais qualifiées d'attaques conjointes. Et le Bélarus est désormais cité comme État allié couvert par la parapluie russe et même l'implantation d'armes là-bas. Alors moi je dirais en conclusion, je ne dirais pas que la puissance militaire russe représente un danger pour l'Europe de l'Ouest, car son cadre d'emploi est connu. Par contre, ce sont les actes de certains pays de l'Europe de l'Ouest qui pourraient représenter un danger pour cette région du monde. En effet, le document russe est libre d'accès. Il suffit d'en tenir compte pour avoir une vue relativement claire des conséquences possibles des actes de nos dirigeants. Habituellement, les Russes, s'ils le disent, ils le font. D'où la nécessité
de bien maîtriser les sources, de préparer l'avenir, tout en évitant de tendre la situation avec des déclarations guerrières intempestives, du fait même de leur vacuité. Alors le territoire, en tout cas russe, a été modifié au cours de son histoire, avec l'époque des tsars, avec l'Union soviétique. Dans ce territoire qui a changé, qui continue encore de changer aujourd'hui, où en est Vladimir Poutine? Est-ce qu'il veut récupérer des territoires de l'époque des tsars ou reconstituer, comme certains le disent, la grande Union soviétique? Alors, la grande Union soviétique était plus petite que l'Empire tsariste, quand même, parce que l'Empire tsariste, il allait jusqu'à Varsovie et la Finlande était dedans. Donc, voilà. Moi, je dirais que si on peut extrapoler ce que souhaite Poutine, ce qu'il souhaite, c'est réunir les populations russes qui seraient soumises à une discrimination. Je pense que c'est ça son but particulier. C'est-à-dire que quand est-ce que les Russes sont intervenus? Les Russes sont intervenus, l'armée russe est intervenue sous forme d'unité constituée uniquement en février 2022, alors que la guerre civile ukrainienne, où une partie du territoire peuplé par les Russes était soumis au bombardement du régime ukrainien, ces questions débutent en 2014. Donc pendant 8 ans, la Russie a, je dirais, retenu ses capacités. Elle a négocié. Les négociations de Minsk ont été qualifiées de trompeuses à la fois par Merkel et par Hollande. Pour gagner du temps, pour réarmer l'Ukraine, disait-elle. Voilà, et ça c'est sourcé, c'est Die Welt, il suffit de le rechercher. Voilà, donc ce qu'il faut bien voir, c'est que on a eu toute une période à partir de la fin de l'Union soviétique, mais même déjà avant, où les populations russes étaient considérées comme de deuxième sorte, en dehors de la Russie. Et donc je pense que l'idée de Poutine, c'est à la fois de profiter des possibilités qu'il y a d'utiliser cette situation, mais surtout de mettre un terme à cette situation. Voilà. Vous me disiez en préparant cette émission que cette guerre est d'un nouveau type. Oui. Qu'est-ce qui a changé exactement? Alors, déjà, et là aussi, je dirais qu'il faut essayer de voir quelle est la stratégie du Kremlin, si on essaye de finaliser un peu les choses. Alors la stratégie du Kremlin, d'abord, c'est que pour gagner une guerre, il ne faut pas la perdre. C'est-à-dire, il ne faut pas demander à la population un effort supérieur à ce que la population peut réellement apporter. L'année de 1917, l'année de la chute du tsarisme, est réellement marquée dans l'esprit des dirigeants russes. Ils ont peur d'une révolution. Ils ont peur d'avoir à se confronter avec une population qui ne suit plus. Parce que 1917, c'est l'effort de guerre maximum de la Russie tsariste, les lignes qui ne tiennent plus, l'approvisionnement qui n'arrive plus dans les villes. Voilà, c'est un moment catastrophique. Poutine reste soutenu par sa population? Je pense que plus que certains présidents européens, oui, c'est clair. Et puis alors, ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que cette guerre, elle est particulière, parce que ce n'est pas une guerre totale. Pourquoi ce n'est pas une guerre totale? Poutine l'a dit, je crois que c'était en décembre, il a indiqué qu'avec l'Ukraine, nous prenons des précautions. Toutefois, si l'Europe veut nous attaquer, nous sommes prêts, et ce sera une guerre moderne, et après quelques jours, je ne suis pas sûr que nous ayons quelqu'un avec qui négocier. Voilà, ce qu'il faut bien voir, c'est que... Et pourquoi? Parce que l'Ukraine est un pays où il y a des Russes, un pays qu'il faut garder, quoi qu'il arrive, en amitié ou dans la sphère, si on veut dire, russe. Et puis surtout, vous avez aussi des intérêts économiques, de famille, d'intérêts, qui fait que pourquoi bombarder? Et puis si vous voulez être bien avec les gens, c'est pas la peine de les bombarder. Soyons clairs, les bombardements russes, bien évidemment, je préfère ne pas y être, mais ce ne sont pas les bombardements sur Dresde ou sur les villes normandes. C'est autre chose. C'est ciblé, militaire ou énergétique.
Vladimir Poutine dénonce l'artificialité de l'État ukrainien. Le président a rappelé que l'Ukraine avait été créée par Lénine. Pas tout à fait, c'était agrandi grâce aux bolcheviks. Exactement, voilà. Et c'est le fruit d'une décision du gouvernement bolchevique. Est-ce que finalement le président Poutine dénonce le pouvoir bolchevique dans cette prise de décision ? Alors si je me permets de résumer votre question, c'est quelle est l'idéologie de Poutine ? On n'est pas rendu. On a le temps, j'espère. Donc, l'idéologie de Poutine, qu'est-ce que ça peut être ? Tout à fait. Tout d'abord, c'est quelqu'un qui peut critiquer les actions des bolcheviks. Il peut aussi promouvoir certains penseurs que certains pourraient qualifier de droite, voire d'extrême droite, de nationalistes. Il peut aussi être un fervent défenseur du libéralisme économique, ce qu'il est. Mais, et là, je n'irai pas jusqu'à votre position, il ne peut pas critiquer ni le bolchevisme ni le communisme. Pourquoi ? Parce qu'il suffit de voir quels sont les emblèmes sur les chars, les personnes, les véhicules qui combattent actuellement dans le Donbass, et vous avez l'ensemble des positions idéologiques de la Russie. Vous avez le drapeau d'Ivan le Terrible avec la tête de Jésus-Christ dessus. Vous avez le drapeau russe d'aujourd'hui, ça semble normal pour des troupes. Et la faucille et le marteau. Alors attendez, vous avez le drapeau soviétique, faucille et marteau, vous avez le drapeau qui a été hissé en haut du Reichstag, qui est le drapeau soviétique avec l'indication de l'unité qui avait pris le Reichstag. C'est toute l'histoire de l'armée russe en réalité. C'est toute l'histoire de l'armée russe, y compris maintenant. De l'armée rouge. L'armée russe, l'armée rouge, il n'y a pas de différence. Voilà. Enfin, il y a une différence, mais bon, pas maintenant. Et aussi les unités qu'on pourrait qualifier d'ethniques, comme par exemple, on parle souvent des Tchétchènes, mais vous avez aussi des volontaires bachkirs qui sont présents sur le front et qui ont leur propre signe distinctif. Voilà, donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il a réussi à réunir l'ensemble de l'histoire russe dans le but d'en finir avec la maltraitance des populations russes présentes en dehors de la Russie. Oui. Voilà. Alors, la vision de Vladimir Poutine, vous l'expliquez, elle s'inscrit dans une logique de continuité qui nie la séparation radicale entre Russes et Ukrainiens. Alors, pourquoi cette négation, alors qu'on voit bien aujourd'hui toute une dimension nationaliste au sein du pouvoir russe, au sein du pouvoir ukrainien, excusez-moi. Oui, voilà. Voilà. Mais alors, on va faire ça et on va essayer de faire simple. Hein. Bon, pour Poutine, et ça il l'a écrit, les peuples russes et ukrainiens sont frères. Leur destin est indissociable. L'un comme l'autre ne pouvant être grands sans arriver à faire revenir ou avoir de bonnes relations avec l'autre. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que ce que vous qualifiez de nationalisme ukrainien est plutôt un nationalisme galicien, c'est-à-dire un nationalisme né dans l'ouest du pays qui n'était pas russe, qui était à l'époque sous domination austro-hongroise. Donc il faut bien voir que ce nationalisme-là a été attisé à la fois par l'Autriche-Hongrie, au début, la Pologne dans l'entre-deux-guerres, l'Allemagne nazie aussi, et désormais maintenant, ce sont les États-Unis et l'Europe qui ont permis, au cours des 30 dernières années, à ce nationalisme-là de prendre de l'ampleur sur l'ensemble du territoire ukrainien. Voilà. Le but de Vladimir Poutine est simple. Il tente de reconstituer, si on peut dire, une unité, au moins une unité intellectuelle, dans les trois Russies. La Russie blanche, les Russies, la petite Russie, l'Ukraine et le sud, voilà, et la grande Russie. Voilà, c'est ce qui semble le plus logique dans sa conduite. On sait au début de ce conflit, avant l'invasion russe, que les habitants du Donbass ont été empêchés, interdits de parler russe. Les Ukrainiens, en fait, d'où vient leur langue exactement ? Alors c'est une question qui divise les spécialistes et je dirais que comme vous avez le français, vous avez le cajun, vous avez donc il y a une langue qui a été la langue d'un peuple qui a développé son État et puis une langue qui a été plus ou moins influencée par d'autres langues puisque le peuple ukrainien n'avait pas d'État à lui. Voilà.
Donc c'est une adaptation, je dirais, de la langue russe. Après le début de l'invasion russe en Ukraine, en France, on a entendu un ministre de l'économie, en l'occurrence Bruno Le Maire, affirmer qu'il allait mettre l'économie russe à genoux. On est en 2026. Où en est-on économiquement de la situation russe? Je dirais que c'était un peu présomptueux. Si on prend les chiffres, en 2022, donc la Russie a fait moins 1,4. La croissance du PIB de l'Union européenne était 3,6. En 2023, la Russie a fait 4,10. L'Union européenne a fait 0,4. En 2024, la Russie 4,30. L'Union européenne 0,9. Au début de 2025, la Russie fait 0,60 et l'Union européenne fait 1,4. Donc ce n'est pas vraiment en lambeaux. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les difficultés actuelles viennent d'une question particulière qui est celle de l'équilibre entre investissement et inflation. Si vous faites trop d'investissement, il y a beaucoup d'inflation. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils font un taux d'intérêt relativement élevé, même très élevé, pour tout ce qui n'est pas militaire ou défense. Ce qui fait que quand vous voulez ouvrir une usine, lancer quelque chose, vous devez prendre des crédits. Les crédits sont très chers. Donc je dirais que ce que l'on voit à l'heure actuelle, le ralentissement actuel est plus dû à une politique monétaire en cours d'adaptation, s'ils ont compris, qu'à un problème structurel. Oui, on a entendu la présidente de la Banque centrale russe baisser son taux. Voilà. Doucement d'ailleurs. Doucement. Les sanctions, cette guerre entre Russes et Ukrainiens ont conduit à une rupture profonde de la diplomatie entre l'Occident d'un côté et la Russie de l'autre. Quelles peuvent être... Si on considère que la paix est proche, quelles peuvent être les relations diplomatiques entre les deux blocs à venir? Je dirais, vous parlez d'Occident, moi je parlerais d'Europe en premier lieu. Parce qu'avec les États-Unis, je dirais que je ne peux pas dire qu'ils s'entendent, mais au moins ils se comprennent. Voilà. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que, donc j'aurais dit qu'avant l'affaire du Groenland, je vous aurais dépeint un tableau particulièrement sombre de l'avenir des relations entre l'Europe et la Russie. Mais il semblerait toutefois que les choses bougent lentement dans ce domaine, avec une meilleure compréhension entre les intervenants, alors que les actions de Poutine ont conduit la Finlande et la Suède à entrer dans l'OTAN. C'est pas un succès. Celles de Trump au Groenland remettent en question l'existence même de l'OTAN. Donc on voit que l'Europe devient une source, je dirais non pas, elle ne décide plus réellement son avenir, elle rentre dans le jeu, dans une sorte de peut-être balkanisation, si on peut utiliser le terme, entre des puissances. Pourquoi Trump veut le Groenland? Parce qu'il a peur que le Groenland aille officiellement à la Russie ou à la Chine. Que fait l'Europe? Voilà. Votre ouvrage, Gaël Georges Moulek, Vladimir Poutine, discours 2022-2025, ouvrage à retrouver sur la boutique de TV Liberté. Merci à vous, monsieur. Merci, monsieur. Bonne journée.